dici Silvia, magari visto che tu parli meglio il francese, io comunque faccio le domande in italiano Va e dici bene, io velocissimo. traduco, perfetto. Poi se tu non capisci la sua risposta, Sì, sì, più che altro, ok. Allora, la prima domanda appunto sulle elezioni che sono alle porte, no? E gli oppositori lamentano appunto la mancanza di forse di libertà, di espressione, non so. Esiste un'opposizione forte in Russia e comunque a prescindere da questo, la popolazione che cosa desidera? Preferisce puntare, diciamo, ancora su Putin e avere magari una Russia forte che parla con voce alta e magari non è così libera o altro? D'accord, j'ai compris. ah, Oui. Et vous savez, pour parler de toute la Russie, il faut être complètement fou. Parce que la Russie ici est différent d'une région à autre, d'une ville à, disons, de grandes villes à une petite ville. Et c'est impossible. Quand un journaliste étranger commence sa question, qu'est-ce que les Russes pensent, et puis oui, ça veut dire que c'est déjà une grande faute. Je peux parler, disons, plutôt des points de vue des intellectuels ou d'élites moscovites. Sinon, on va entrer dans l'infini des réponses. Mais il faut dire comme ça, que pour l'instant, la liberté de faire publier les livres est complète. C'est-à-dire qu'on peut publier ce que vous voulez publier. Et j'ai ma maison d'édition moi-même et mon fils. Et je sais que, parce que moi je ne travaille pas là, mais je suis comme un président formel de cette organisation, je peux vous dire que nous pouvons faire publier tout ce que nous vraiment voulons. Le problème avec la presse et les télévisions radio, c'est beaucoup plus compliqué parce que en même temps que les grandes chaînes de télévision sont contrôlées dans leur section des nouvelles, des, euh, des reportages politiques, mais en même temps, disons, 80% des temps des télévisions est libre pour les films qui ne sont pas contrôlés. C'est-à-dire, vous pouvez voir aussi des films américains ou chinois. C'est comme partout. Mais les nouvelles sont contrôlées. C'est-à-dire que le Kremlin veut créer l'image positive des pays qui se développent. Ce qui est une image bien sûr faux, mais eux, ils veulent le faire. Ça, c'est pas difficile à répondre parce que voilà, on voit le télé et on voit comment ce qui se passe dans les nouvelles est différent des réalités. Mais disons, si on prend radio et on prend les journaux et les revues, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tout de même des stations de radio qui sont complètement libres et qui sont même d'une manière agressive contre Poutine et le gouvernement. C'est le meilleur exemple, c'est le radio le plus important, le plus écouté de Moscou qui s'appelle Echo de Moscou. Et là, vous pouvez écouter les informations, les commentaires qui sont presque pas impossible en Italie ou en France parce qu'ils sont si agressifs contre le gouvernement que ça vous donne l'impression qu'ils veulent faire la révolution tout de suite.
En tout cas, en France, j'ai jamais écouté un radio comme ça. Ils ne sont pas menacés, ces journalistes? Ça veut dire qu'ils sont même protégés par une grande organisation qui s'appelle Gazprom, qui c'est les compagnies qui vous donnent le gaz ici, en Italie. Ça veut dire qu'ils comprennent, ils ne sont pas très bêtes, ils sont assez intelligents, c'est-à-dire les gens de Gazprom, qu'il faut avoir la possibilité pour les gens d'entrer dans cette critique du gouvernement pour que qu'il peut avoir cette possibilité d'avoir une impression, émotion que nous sommes libres. C'est les radios les plus importantes de Moscou. C'est-à-dire les gens l'écoutent pendant tous les jours, pendant ils sont en voiture, chez eux, très populaire. Parmi les journaux, ça change lentement. Il y a encore 2 ans, nous avons eu plus des journaux indépendants que maintenant, mais tout de même, il y a des journaux qui sont indépendants, ou semi-indépendants, ou hebdomadaires. Newsweek Rus c'est complètement indépendant, c'est-à-dire ils écrivent ce qu'ils veulent. Il y a d'autres qui sont très indépendants, mais en même temps, il y a une limite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas critiquer le président. On peut le critiquer. Mais je peux vous dire que j'ai beaucoup d'amis français qui travaillent dans le journal très connu qui s'appelle Le Monde et ils me disent toujours que si eux critiquent le président de France, demain, il peut avoir un coup de téléphone d'admiration du président qui, et là, les gens vont leur demander pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire que même ici, si on ne prend pas la question théorique, il y a toujours une petite pression sur les critiques du président si le président est assez important qu'en France. C'est-à-dire que c'est un grand mélange de tout. Et il y a aussi une autre censure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent que vous pouvez écrire contre le pouvoir, mais vous devez arrêter si on prononce le nom de Poutine. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut critiquer les pouvoirs en général, abstrait, général. Et je crois que la presse italienne et la presse occidentale, en général, pour l'instant, est plus pessimiste sur la situation actuelle dans la demande d'information en Russie que la réalité, et surtout l'Internet avec les journaux et tous les autres portails Internet sont complètement libres. Voilà. Non è il peggiore dei mondi possibili, non è il migliore dei mondi possibili, non è neanche il peggiore. C'est pas le meilleur des mondes possibles, mais ce n'est pas non plus le pire. Euh, si, c'est pas le pire, mais ça peut être pire parce que si l'État vient dans cette direction que la vérité appartient à l'État, bien sûr, de plus en plus la censure clandestine va apparaître. Mais pour l'instant, je ne parle pas de la vie politique qui déjà n'existe presque pas, mais pour l'instant, pour la presse, ça encore existe. Che cosa si augura comunque dalle prossime elezioni? Cioè, quale sarebbe la cosa migliore a suo avviso, insomma, secondo il mondo intellettuale russo? Cosa ci si augura accada? Je crois que c'est très compliqué à expliquer ce qui se passe dans le monde intellectuel russe et l'avenir de ce monde parce que avec les transformations politiques qui a commencé par la perestroïka, il faut dire que les intelligences russes, le secte,
l'élite intellectuelle est presque disparue comme la classe, comme une organisation sociale. Les raisons pour cela ont aussi difficile à trouver parce que voilà, eux, ils voulaient libérer le pays des communistes avant les tsars. Le pays a été libéré, alors les raisons d'exister étaient terminées, mais dans 10 ans après, encore, le régime est venu qui ne donne pas la liberté totale. Ça veut dire qu'il est déjà venu, mais l'intelligence a dit adieu pour son existence. C'est-à-dire que peut-être dans quelques ans, il va apparaître. Et ça, c'est l'avenir, c'est la réponse pour la question. Mais si on prend en général, c'est-à-dire les gens sont les gens intellectuels sont plutôt neutres ou négatifs au pouvoir. C'est-à-dire c'est pas facile de trouver des milliers et milliers des intellectuels qui sont très pro-Poutine. Et le pouvoir le sait. Et l'administration des présidents dit toujours que nous sommes dans une situation dramatique parce que l'élite intellectuelle russe ne nous supporte pas numéro un et nous ne se tiens pas numéro 2. Hai capito che la cosa... Credo di sì. Ma quindi cioè non c'è diciamo una considerazione positiva, no? Se ho capito bene. Che la classe intellettuale non sopporta il potere e non lo sostiene in Mm. genere. Sì, Mm. ma non c'è diciamo la prospettiva di un'alternativa, cioè nel senso ci si chiama fuori perché la politica in senso generale non funziona bene, i problemi non sono semplici, oppure c'è anche una parte propositiva, non so, c'è l'appoggio a tal personaggio. Ah, sì, sì, sì. Est-ce qu'il y a des intellectuels qui, au lieu de ne pas supporter et soutenir le gouvernement, soutiennent des candidats à l'opposition ou Si, il y a, C'è una simpatia. ça, c'est une question facile parce que ça, vous pouvez le lire dans la presse italienne parce que nous avons une opposition politique assez faible et assez, assez coupée l'une de l'autre, mais en même temps, il est supporté et soutenu bien sûr par les intellectuels. Il y a pas mal d'intellectuels qui sont dans ce mouvement, mais ce mouvement est en train d'agonie, c'est-à-dire que le mouvement qui n'a pas de soutien par la population en général, c'est difficile de survivre, surtout dans le régime qui est contre l'opposition réelle, l'opposition indépendante. allora, ci sono degli intellettuali che hanno delle simpatie per una parte dell'opposizione e ci sono anche dei tentativi di alternanza, però dice, non sono sostenuti dalla popolazione, dunque non avendo il sostegno della maggioranza e ovviamente sono non amati del governo. Ecco appunto, ora torniamo alla prima domanda. Sì. Nel senso che la popolazione, per quanto possa essere variegata e diversificata, per quanto possano esistere tante Russie, Sì. ci sono i paesi di campagna, ok, però c'è il fatto che c'è uno scollamento tra quello che pensano gli intellettuali, quello che pensano, se pensano, La popolazione. i cittadini. Quindi ritorniamo al punto principale, cioè cosa pensano comunque i cittadini? Il dit, Siamo on revient à la première question. Alors, si il y a effectivement diverses Russies, mais il semblerait qu'il y ait quand même un bloc homogène, qui est la population, qui n'est pas en lien avec cette minorité d'intellectuels qui soutiennent plutôt l'opposition. Ça, c'est pas vrai.
c'est-à-dire la population est aussi complètement diversée. C'est-à-dire que les gens tout d'abord, il faut comprendre que la Russie c'est un grand pays. C'est plutôt un long pays qui commence près de Pologne et il finit près de Japon, n'est-ce pas? Et ça veut dire que le pays qui a des liens assez faibles au sein des pays, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, à Saint-Pétersbourg et Vladivostok, les gens habitent complètement différemment. Même les commencements par ceux qu'ils pensent et finir par ceux des voitures qu'ils ont. Disons à Saint-Pétersbourg, ils ont des voitures italiennes et françaises, plutôt françaises. À Vladivostok, tous ont les voitures japonaises, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est déjà, mais c'est pas seulement avec les voitures, tout est différent. Et au centre de Sibérie, c'est-à-dire au centre de Sibérie, il y a aussi d'autres manières de vivre. Si on prend le nord qui est il est toujours froid là-bas, le vrai nord, ça, ce sont des gens qui ne sont pas liés avec la Russie de Moscou. Si on prend les régions sur la mer Noire qui sont comme climat assez proche d'Italie, aussi sont tout à fait différents de Moscou, Saint-Pétersbourg, Vladivostok. Il y a d'autres régions. Il y a Kamtchatka qui n'est pas Vladivostok, qui est au nord, mais là les gens, tout d'abord, ne sont pas les Russes, ce sont des gens des nationalités locaux et ce sont des gens qui pensent complètement différents. Vous comprenez, c'est un mélange. Il y a des Tartares qui sont musulmans, il y a des gens de Tuva qui sont des bouddhistes, il y a des orthodoxes russes, il y a des athéistes, il y a des ex-communistes, il y a des monarchistes, il y a des fascistes, il y a des nationalistes, il y a tout. Et en même temps, il y a de grandes populations qui hésitent entre tous les partis parce que la plus grande chose à faire, c'est de survivre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et c'est pour eux, c'est une luxe de penser de politique. Il faut trouver... c'est-à-dire que ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Et si on dit, qu'est-ce que les Russes... Quels Russes et pourquoi et bien sûr, ils ont d'autres problèmes, ils sont vraiment différents. Les Tartares, par exemple, j'étais là-bas récemment, ils sont tout à fait différents des Russes. C'est un pays dans le pays, avec leurs idées, qu'est-ce que c'est être religieux, les relations, et puis j'ai oublié de parler du Caucase, de Tchétchenia, où il y a une situation toujours près de guerre, où nous sommes en guerre contre les Russes ou les gouvernements, ou pour les Russes. C'est un mélange. Vraiment, il faut être très courageux de poser des questions sur la Russie. Et il faut être beaucoup plus courageux de faire des réponses. Oui, il faut. C'est très compliqué. Il y a des gens qui étudient la Russie depuis 30, 40 ans et ils n'ont pas des réponses, et même pas de questions parfois. Ouais, c'est ça. L'ultima domanda, anche se esisterà lo stesso problema. Quindi cioè la politica, occuparsi di politica è un lusso anche, voglio dire, un lusso che comunque si paga, perché nel non occuparsi di politica poi uno magari Ci sono le derive autoritarie, sì. Ecco. No, però forse non è neanche una domanda, cioè rimane questo problema. Sì, ma Cioè, però c'è una è comunque partecipazione. un popolo che ha fatto la rivoluzione, dunque che cosa è successo? È un popolo comunque Vabbè, bella rivoluzionario. domanda.
Non, il vous demande, il dit, vous dites que c'est un luxe souvent de penser à la politique parce qu'il faut penser à survivre. Et donc cette apathie apparente amène à la supportation, à succomber face à des dérives autoritaires dangereuses. Mais le peuple russe, c'est quand même le peuple qui a fait la révolution et donc un peuple qui a en soi les germes de la rébellion. Est-ce que cette rébellion, d'une façon ou d'une autre, peut être conçue pour le futur ou... Oui, bien sûr. Bien sûr, les Russes ont une... J'ai ici, à Spirali, j'ai fait publier mon livre qui s'appelle Encyclopédie de l'âme russe. Et, et je crois qu'il faut commencer par cela, c'est-à-dire il faut d'abord euh, connaître un tout petit peu la mentalité russe et puis de faire les constructions sur la situation en Russie. Pourquoi je dis ça? Parce que les Russes sont tout à fait différents en mentalité des gens d'Europe. Si vous, ici en Europe, vous cherchez le compromis, vous cherchez les voies euh, moyennes entre deux extrêmes, les Russes sont complètement différents. Les Russes n'aiment pas les compromis, les Russes n'aiment pas... Je parle de mentalité, c'est-à-dire je ne parle pas des gens concrets, parce que j'ai déjà dit que c'est difficile. Mais si on prend en général, mentalité, pas ce qu'ils pensent maintenant de Poutine, mais si on prend historiquement, et si on commence à réfléchir sur la mentalité, balance générale des peuples russes, on peut dire que c'est très paradoxal. C'est très paradoxal parce que d'un côté, eux, ils aiment vraiment le pouvoir solide, c'est-à-dire le pouvoir avec autoritaire. Mais d'autre côté, ils sont des anarchistes. C'est-à-dire que les gens qui détestent les gens qui sont des dirigeants, qui détestent les dirigeants. C'est-à-dire pour eux, par exemple, être un docteur ex-science, c'est déjà un crime. Parce que lui, chez vous, c'est docteur. Pour eux, ils détestent ça. C'est-à-dire il n'y a pas de respect pour ça. Parce que les gens qui font ça, c'est déjà les gens qui sont liés avec l'État. Parce que l'État leur donne une nomination. Il y a des gens, et c'est très répandu en Russie, qui s'en foutent de tout ce qui se passe. Qui s'en foutent. C'est-à-dire pour eux, ce qui est important, c'est leur vie interne. Ils s'en foutent de tout ce qui passe. Il y a d'autres notions de mentalité russe, c'est-à-dire que c'est une polarité totale. C'est-à-dire, ici, c'est le compromis. Les Russes aiment la confrontation. Et il faut lire Dostoïevski pour le comprendre. Et puis, la différence entre oui et non en Russie est zéro. C'est-à-dire que vous pouvez répondre oui ou non à n'importe quelle question. Et la différence est zéro. Mais en même temps, la différence est infinie. C'est-à-dire que vous ne comprenez jamais où est la vraie réponse. On peut dire oui. Est-ce que 2 et 2 et 4? Non. Et en même temps oui. Et pourquoi il n'y aura pas de réponse? C'est-à-dire que ça aussi, le système de survivre. Parce que si vous êtes, disons, cohérent dans tous vos mouvements, vous êtes une victime facile pour l'État. Mais si vous êtes comme lapin qui fait comme ça, et quand le loup ou le renard
le suis et tu ne sais pas où le voir et comment l'attraper. Et il y a d'autres raisons, c'est-à-dire parce que la culture russe est entre l'Europe et la culture asiatique, classique. C'est la culture qui en bon moment, c'est comme disons un divan, c'est-à-dire que vous prenez deux chaises et c'est un petit divan. Mais souvent, si les chaises se partent, vous êtes entre deux chaises. Ou vous avez deux chaises en même temps, ou vous êtes entre deux chaises. Et ça, c'est aussi l'idée. Et c'est pourquoi la vie en Russie est très intéressante. C'est dangereux, c'est imprévisible, mais c'est très intéressant parce que toujours en Russie, vous êtes devant le choix. Vous choisissez que ce que vous faites. Parce qu'ici, vous pouvez prendre le voie de classe moyenne et vous pouvez le suivre jusqu'à la fin de votre vie, comme ça, avec votre mari, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos idées, qu'est-ce que c'est bon ou pas bon pour la cuisine, pour l'idée de n'importe quoi, la voiture que vous aimez et tout ça. Tandis qu'avec les Russie, tout est changeable. Et même l'histoire est imprévisible parce qu'aujourd'hui nous avons une histoire, aujourd'hui nous avons l'histoire, disons, qui soutient le pouvoir, le pouvoir fort. Mais demain, si nous aurons encore une perestroïka, nous aurons l'histoire de la Russie qui sera l'histoire de la révolution, tout ça, tout ça, tout ça. Ça dépend des points de vue. Et je dis, c'est pour ça que je... C'est déséquilibre mouvement. C'est libre mouvement. C'è uno squilibrio in movimento. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'Italiens qui habitent à Moscou. Mon traducteur Marco Dinelli qui habite là-bas depuis 20 ans et qui est absolument ravi d'être là parce que à Moscou, si vous avez par exemple, prenez un simple exemple, si vous voulez aller dans un club pour danser, vous allez ici et voilà, vous dansez et c'est tout. Mais en Russie, vous entrez dans le club, vous ne savez pas qu'est-ce que va produire. Parce que là, on peut faire n'importe quoi. Et le matin, vous êtes déjà complètement différent des personnes qui sont entrées dans ce club. Parce que tout est possible. Vous comprenez, tout est possible. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles, mais si vous comprenez, s'il n'y a pas de règles et vous savez jouer le rôle dans le jeu où il n'y a pas de règles, ça devient vraiment intéressant. Et il y a d'autres, mais il faut payer, c'est-à-dire que ça devient dangereux, ça devient parfois agressif contre vous, ça devient toujours pas très stable. C'est-à-dire, vous dites, ça m'intéresse, parce que en Russie, je vois les limites de la nature humaine. Parce que je vois ici je peux, ici je peux pas, ici je peur, là je n'ai pas de peur. En Italie, en France, vous ne sentez pas les limites de votre nature humaine. Vous êtes plutôt au centre et vous jamais aller jusque pour toucher les murs. Tandis que Il dit que de temps en temps, l'Italie, on y arrive aussi. en Italie, bien sûr, c'est mieux qu'en France ou en Allemagne. Il n'y a pas de discussion. Mais si on prend l'Italie comme l'idée disons, de l'anarchie totale de la vie, je vous donne 20% de comparaison avec la Russie. 20%. Et surtout avec les jeunes, surtout avec les gens qui sont un peu fous ici. Si on parle
disons, des La norme, publics, c'est même zéro, c'est même 20%. Voilà. Curiosi che siamo. Mm. Et la vie en Russie, c'est une aventure permanente. Et c'est pour ça que pour l'écrivain, c'est un paradis. Parce qu'il È un y a paradiso lo tant, scrittore. il y a tant de possibilités de voir les gens dans tous dans les facettes. Oui. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Et c'est beaucoup plus intéressant qu'en Chine, parce qu'en Chine, il y a une grande tradition de vie privée, la vie sociale, communiste ou pas communiste. Tandis que chez nous, la tradition, c'est déjà un mot assez pas très russe. Pas très russe. Voilà. Il faut discuter. Il faut aller encore discuter sur la Russie. C'est infini. C'est infini. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vous raccompagne. Ah, Valérie, Non, ça va, ça va. ça va aller? Oui, bien sûr. Parce que Sont très simples et qui sont en fait, qui traduisent toutes ces idées les plus profondes sous forme de récits. Donc ce conte va spécialement dédicacé à Jean parce qu'il adore les contes et puis parce qu'il va comprendre pourquoi ce conte sur la dissidence lui est particulièrement réservé. Donc dans ces contes, le Rav Nachman de Braslav, 18e siècle en Ukraine, nous offre le récit des 7 mendiants. Les 7 mendiants qui pourraient nous donner un très bel exemple de dispositif de valeurs nouveaux, dissidents et non conformes aux banales valeurs que l'on suggère autour de nous. Donc je commence le conte. Il y avait un roi qui n'avait qu'un fils unique, auquel il décida de donner son pouvoir de son vivant. Les gens les plus simples, c'est ça de les comprendre et de les suivre.
Soyez donc comme moi. Il existe un arbre qui peut donner de l'ombre à toute